Dans Réseau, on est à la radio et on raconte les meilleures histoires des internets du monde. Et bien notre invité, lui, il est sur internet et il raconte les meilleures histoires du cinéma mondial. En 1970, Harrison Ford abandonna son métier d'acteur afin de devenir charpentier. Durant 3 ans, jusqu'en 1973, il retapa des maisons et prit un réel plaisir à le faire. Il fallut un chantier chez George Lucas pour que son destin bascule. Le réalisateur lui proposa un rôle dans American Graffiti et la suite, ça appartient à l'histoire. Et des histoires comme celle-là, il en raconte plein sur sa chaîne YouTube, Tales from the Click, TFTC pour les connaisseurs. Salut Jean-Baptiste Toussaint. Salut tout le monde. Bienvenue dans Réseau. Écoutez, merci pour l'invitation. Non, ça nous fait très plaisir. On a entendu là un extrait de ta vidéo, ces acteurs qui ont changé de métier. Et ça pourrait être aussi le nom de ta biographie d'ailleurs, parce que des vies, t'en as eu plusieurs. À 20 ans, tu fais des sketchs sur scène en première partie de Jamel. Puis tu pars au Canada, tu bosses dans un vidéoclub, tu deviens photographe, réalisateur de clips. Ouais, à la base d'ailleurs, tu voulais parler de musique, mais depuis 8 ans, t'es sur YouTube avec ta chaîne Tales from the Click et tu postes des vidéos, souvent le mercredi à 18h et le jeudi à la même heure, t'as aussi le podcast Tales from the Click, pardon. C'est dur à dire. Ouais, c'est un peu chaud. Je vais le dire pendant Non, mais j'ai choisi toute le pire l'émission, nom. donc je vais choisir le surnom, ouais, TFTC. Donc pour parler de ton autre passion, le cinéma. C'est ça. Alors déjà, vous mettez le thème de Dave Grusin des Goonies derrière, j'adore. Merci pour l'attention. Écoute. Et oui, voilà, en fait, moi j'ai toujours été passionné par le cinéma. Et puis je pense que l'idée, elle est un peu venue de deux choses. La première, c'est une émission que je regardais énormément quand j'étais petit, qui était Inside the Actor Studio de James Lipton. Okay. Et puis après, voilà, à Montréal, j'ai bossé dans un vidéoclub pendant 2 ans. On faisait que parler cinéma avec les types avec qui je bossais là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire sur YouTube quand je suis rentré à Paris. Puis voilà quoi. Eh ben justement, parlons de cinéma. On l'a évoqué en ce moment. Là, c'est l'annonce des nominations pour les cérémonies, parce que à partir de janvier-février, c'est la grande saga des cérémonies, les Golden Globes, puis les Oscars, les Césars. On a tout. On a donc les Golden Globes qui ont été annoncés il y a 2 jours. On va pas revenir sur toutes les catégories, il y en a trop. Mais déjà, est-ce que tu trouves que ces cérémonies, elles ont encore un sens aujourd'hui ? Alors, tu sais, j'avais lu une interview il y a quelques années. Alors, je dirais une bêtise, je sais plus quel acteur c'était, mais en gros, il racontait une histoire. Il disait, quand j'étais jeune, j'ai regardé les Oscars et dans cette même compétition étaient nommés Marlon Brando et Paul Newman, je crois. Alors peut-être que je me trompe sur les acteurs, mais en tout cas, c'était 2 grands acteurs comme ça. J'avais un petit buzz, ouais. Et, et les deux avaient été immenses dans leur film. Et en fait, il s'était dit, je trouvais ça absurde qu'un des deux perde. Il y a toujours ce truc un peu absurde avec la récompense, qui est de se dire, pourquoi c'est lui le meilleur, tu vois. Et en fait, c'est vraiment... moi, parfois, je repense à des cérémonies des Oscars ou des Golden Globes et je me dis, en vrai, rétrospectivement, c'est lui qui aurait dû gagner, quoi. Tu vois. Ouais. Mais et donc, c'est pas forcément un truc auquel t'attaches une importance particulière ? Moi, j'aime bien le fast. J'aime bien l'idée que ce soit une grande soirée. Tu sais, très souvent sur YouTube, je me mate des archives des Oscars et il y a des moments qui sont extraordinaires. Récemment, je rematais le moment où Joe Pesci a reçu l'Oscar pour Les Affranchis. Il arrive sur scène, il dit juste thank you, it's a privilege, et puis il se barre, quoi, tu vois. Y a pas vraiment... parfois, il y a des trucs comme ça qui restent, et c'est aussi pour ça que j'aime ces cérémonies. On parle des Golden Globes, il y avait eu un truc aussi où je me souviens à l'époque, il y avait eu un grand moment fort aussi avec Mel Gibson, Robert Downey Jr. et tout. Il y a toujours des petits moments comme ça qui se passent, et je trouve ça assez cool. Ouais, pour la mémoire, c'est pas mal. Pour les archives, c'est pas mal. Et là, de plus en plus, on l'a vu d'ailleurs beaucoup au Festival de Cannes. On le voit maintenant avec aussi d'autres cérémonies. De plus en plus de cérémonies se tournent vers les réseaux. On essaye de faire. On a l'impression même que les catégories et les nominations se font pour plaire un peu aux réseaux. Tu trouves que c'est intéressant ou ça éloigne du sujet principal et ça le cinéma et ça empêche en fait ces moments dont tu parles ? Je pense que c'est comme pour tout. Ils essaient vraiment de choper les plus jeunes, essayer de les intéresser, etc. Donc parfois ça va un peu trop loin, mais dans l'ensemble, en vrai, on peut que se satisfaire du fait qu'on a envie d'intéresser les gens au cinéma, quoi, tu vois. Alors, on est dans la saison des bilans en décembre. Hein, toi, tu fais souvent des bilans de fin d'année. C'est vrai, ça m'arrive de le faire, sur ta chaîne YouTube. JB Toussaint de TFTC, Tales from the Click. C'est quoi son bilan cinéma, série, son bilan 2023 ? Alors moi déjà je dirais que je suis plus cinéma que série. En fait la série c'est un vrai investissement. Je regarde pas trop de séries, c'est l'info que je te donne. Okay. En fait le truc, j'aime pas l'idée de me dire ok je vais entamer une série de 8 saisons et là de mars à mai je vais devoir faire que ça tous les soirs, regarder, tu vois. Ouais. J'aime même me dire que je suis libre et je peux regarder tous les films que je veux. Après tu peux t'organiser aussi comme tu veux avec les séries. Ouais, mais quand je suis binge-watcher. Ouais mais quand je suis pris par une série en général c'est comme une drogue et après t'as envie de tout voir, quoi, tu vois.
Donc voilà, mais T'as pas de volonté en fait. c'est ça. Voilà. C'est l'info que tu me donnes. Ouais. L'info qui est donnée, c'est que je regarde plein de Non, mais- séries. L'info qui est répondue, c'est tu n'as pas de volonté. Non, mais t'es plus efficace que mon psy qui a mis des ailes, tu sais, qui me le dit pas et toi tu me le dis comme ça. Donc, Beaucoup venu plus pour simple. ça. C'est ça, c'est aussi ça le service public. C'est aussi ça. non, mais le bilan cinéma, écoute, moi il y a un film. Alors, je pensais qu'il sortait fin décembre, mais finalement il va sortir en juillet. Mais ça tombe bien, on parle des Golden Globes. Il est nommé cette année. C'est un film de Jonathan Glazer qu'on connaît pour Under the Skin, ce film avec Scarlett Johansson, si ça parle aux gens, qui a fait un film qui s'appelle The Zone of Interest, qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre que j'ai vu à Cannes en mai dernier. Ok, donc Et- il va sortir en janvier, c'est ça? Bah non, il devait sortir en décembre, il faudrait que je mate, mais je crois qu'il Ok. sort début janvier. Mais en tout cas, là, il est nommé pour les Golden Globes et c'est un chef-d'œuvre pour moi. Voilà. Donc pour moi, c'est le film. Après, j'ai vu que pour les Golden Globes, je sais pas si tu allais en parler, Guillaume, mais il y a pas mal de gros noms qui sont Oui, nommés. Martin Scorsese. Voilà, il y a- Euh, le seul que j'ai pas vu, c'est Maestro, je crois, dans les films qui sont nommés, mais on a quand même Oppenheimer, Past Lives, qui est sublime, qui vient de sortir, Ouais. Killer of the Flower Moon et Anatomie d'une Mhm. chute, quand même, un film français dans le lot. Ouais. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'il n'a pas été nommé aux Oscars, Oui. et là, il est nommé aux Golden Globes. D'ailleurs, ça a fait une grosse polémique Bah le ouais, fait c'est qu'il n'y pour ait pas ça de que j'en parle. Ouais. nomination aux Oscars. Et est-ce que toi, t'as été pris? Parce que ce qui a dominé, ce qui a dominé les réseaux, c'est Barbenheimer, Oppenheimer, Oui. Barbie. Est-ce que toi, t'as aimé les deux? T'es allé voir? T'as aimé, Ouais. t'as trouvé le phénomène comment? Bah, tu sais, au début, j'en avais un peu marre du truc Barbenheimer, tout vrai X. On dit plus vraiment Twitter. J'ai encore envie de dire Twitter. On dit Twitter ici. ici. Ouais, voilà, Ici, on je- dit On dit Twitter. Twitter. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais là, genre à la millième vanne. J'étais là, mais en même temps, je me suis dit, c'est cool parce que ça recrée l'événement. Et moi, je trouve que ça manque l'événement au cinéma. Et là, pour le coup, on était en face d'un véritable événement, à savoir 2 gros films qui sortent en même temps. Et ça faisait parler et je trouvais ça cool. Moi, je suis allé voir les 2 films très différents. En fait, c'est drôle ce truc parce que c'est 2 films qui n'ont rien à voir l'un l'autre. Quoi, tu vois. Et les gens les ont tellement associés. Mais ouais, en fait, moi, j'aime quand des gros films sortent. Tu sais, quand il y a vraiment un truc de. C'est un événement et c'est le film qu'on attend depuis des mois, puis on va le voir. Quoi. Alors- Quand tu dis que tu trouves que l'événement, ça manque un peu au cinéma, moi, justement, j'ai plutôt... Enfin, après, ça sort pas au cinéma, mais typiquement, tu vois, avec l'arrivée de plateformes comme Netflix, on en fait beaucoup autour de sorties de films. Et justement, il y a tellement de promos parfois autour des films. Typiquement, Barbie et Oppenheimer, c'était ça. Il y a eu énormément de promos sur les 2 films que tu n'as même plus envie de les regarder. Tu te dis, ouais, Mais, t'as pas envie d'aller au cinéma, t'as pas non plus envie de regarder ce que tout le monde regarde Ouais, sur Netflix en Je même suis temps. assez d'accord parce qu'en fait, t'as l'impression qu'on te force à un événement alors que tu sais même pas ce que. On te vend des camps, on te Ouais. force des opérations, des grosses campagnes. Mais moi, c'est un truc qui me manque beaucoup, ça. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Et c'est pas seulement au cinéma, c'est l'afflux d'images, l'afflux de propositions. Pour faire un parallèle, c'est même pareil avec le foot. C'est-à-dire qu'avant, il y avait moins de matchs, il y avait moins de joueurs. Et il y avait un truc où, comme c'était rare, et ben, c'était cool quand ça arrivait. Et le Mhm. cinéma, c'était ça. Il y avait 4-5 films qui sortaient le mercredi et c'était tout. Il n'y avait pas de plateforme. Et comme il y avait moins de films, il y avait plus de budget pour les gros films. Et il y avait ce truc d'événement où, waouh, ce film, on l'a attendu, c'est incroyable. Quoi. Et la rareté, c'est quelque chose d'important pour moi. Et on a un peu oublié ce truc aujourd'hui. Je trouve que plus rien n'est rare. Tu vois. Parce que pour moi, le terme star n'existe plus. Star de cinéma, ça n'existe plus. Parce Exact. qu'aujourd'hui, on peut savoir ce que Tom Cruise a bouffé à 12h ou un truc comme ça. Et j'aimais le mystère avant. Mm. C'est le mystère qui crée la star. Mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé aussi dans cette émission. Il n'y a plus vraiment de stars, mais dans tous les domaines d'ailleurs, dans C'est vrai. la musique. Et tout. Vu qu'on est dans Réseau, qu'on parle de culture internet, tu as abordé la question des plateformes. J'aimerais ton avis sur ce qu'a dit un jour l'acteur Matt Damon. On lui a demandé son avis justement sur le fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de blockbusters stéréotypés et il a répondu oui c'est vrai et c'est que c'est une des conséquences d'Internet parce qu'avant il y avait les sorties DVD qui permettaient de se refaire potentiellement financièrement si on avait un peu moins bien marché en salle mais aujourd'hui ça c'est finito et donc il y a plein de films qui se font plus et surtout ceux qui sont des films à budget moyen et notamment beaucoup de films dont tu parles toi on a parlé des Goonies t'as cité les Goonies mais il y a énormément de films dont tu parles sur ta chaîne qui sont ces films qui sont pas des blockbusters mais ni des tout petits films. Est-ce que tu penses que comme Matt Damon, Internet a potentiellement tué les films cultes? C'est une bonne question. En vrai, ça appelle une longue réponse. mais, Fais-toi plaisir. mais en gros, déjà, il y a eu l'arrivée de cette possibilité qui était de pirater des films déjà. Donc ça, Ouais. ça a changé beaucoup de choses aussi avec l'arrivée d'Internet. Oui, et ça a permis aussi à pas mal de gens aussi d'avoir accès à la culture, mine de Oui. rien. Exactement, c'est vrai. Moi, je me souviens d'une époque où il y a des films que je voulais voir et c'était 35-40 € le DVD à la Fnac et je pouvais pas quoi. Donc les films, en fait, tu peux pas les voir quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Et il y a des films que j'ai téléchargés parce que la culture n'est pas accessible comme exact. tu dis quoi. Tu vois. Mais oui, en fait, moi, en plus, l'interview dont tu parles, je l'avais vu Ouais. de Matt Damon. C'était dans Hot Ones, Ouais. la version américaine. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et puis aussi, il y avait ce truc où
pareil, la sortie d'un DVD était un événement parce que c'était pas simplement un DVD à l'époque, c'était aussi tous les à côté. Il y avait un making-of et c'était aussi l'époque où il n'y avait pas forcément YouTube. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mater des behind the scenes ou des making-of sur YouTube, mais à l'époque, le DVD permettait d'en savoir plus sur un film. C'est-à-dire qu'il y avait des à côté, des bonus. Il n'y a plus vraiment l'afflux de bonus qu'on avait avant aujourd'hui dans les sorties Blu-ray et tout. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. Après, il faut s'y faire, c'est comme ça. Quoi, tu vois. En plus, le DVD, c'était important parce que tu avais peut-être raté la sortie. Oui, bien sûr. Au cinéma. Sûr. Exactement. Et c'est comme tu disais, c'était un vrai cadeau. Il y avait une vraie plus-value. Tu pouvais éventuellement regarder les. Moi, je regardais dans les menus DVD. Plein de gens ne regardaient pas, mais tu voyais parfois, tu avais le making-of commenté. Exactement. Le making-of commenté du réalisateur. Même le film commenté, tu vois. Ouais, le film commenté. Le film commenté. Mais oui, juste pour terminer, il y a. Bah non, moi j'ai loupé je sais plus en fait, tout simplement. Voilà, tu peux y aller. Mais par rapport au DVD, non, ça te revient pas. Non, oui, non, si, voilà, je l'ai, c'est bon. Excusez-moi. Bon. Non, en fait, c'était l'envie d'avoir l'objet, quoi. Moi, je suis un collectionneur de DVD et ce qui me gêne avec les plateformes, c'est que tu peux pas forcément avoir le film en physique. Par exemple, Marriage Story qui est sorti sur Netflix, qui est un film que j'adore. J'ai du mal à me le procurer en DVD, quoi, par exemple. Ça, c'est dommage. C'est vrai qu'il y a aussi la question du si les plateformes s'arrêtent, on n'a plus les films. Exactement. Ouais, c'est ça, et c'est fou que tu dises ça en plus pour un film qui a autant marché, dont on a autant parlé, parce que moi j'ai tendance à avoir cette réflexion, à me faire cette réflexion, mais plus pour, tu vois, les catalogues un peu plus rares. Typiquement, le cinéma antillais. Enfin, les films de Zan Palsy, la réalisatrice martiniquaise, c'est des films qu'on trouve pas. Alors que, en fait, Internet, à la fois, ça rend la culture hyper accessible, le cinéma hyper accessible, et en même temps, il y a un contre. On est dépossédé en même temps. C'est ça, on est dépossédé de nos cultures, quoi. C'est vrai. Moi, en 2023, j'aimerais quand même parler d'un film dont on n'a pas assez parlé. Il y a plus de 1300 ans, on raconte qu'un ogre cache un trésor enterré dans la forêt de l'Amazonie. Cette intro épique, c'est l'intro du film Trésor, un film écrit par toi, Jean-Baptiste, quand tu avais 10 ans, et tu l'as repris tel quel pour réaliser un rêve de gosse, de le mettre en image. Et pour ce faire, donc c'est dispo sur ta chaîne YouTube, la vidéo s'appelle « J'ai réalisé un film que j'ai écrit enfant ». Et pour ce faire, tu as utilisé la technologie dont on parle énormément aussi cette année, c'est l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que tu le vois comme un moyen de développer de la fiction plus facilement sur Internet, justement, ou est-ce que tu comprends pourquoi ça peut être controversé comme méthode ? Je comprends totalement, et alors, vraiment, en fait, c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que à la base, on a un objet que je trouve formidable, et cet objet est altéré par des mauvaises intentions parfois. Et c'est toujours pareil, par exemple, quand Internet a été créé, je me souviens que moi, les premières images d'Internet, c'était un jeune homme qui surfait comme ça sur une vague, et puis on voyait plein de monde autour et tout. C'était vraiment très mignon et tout. Et moi, je me souviens que quand Internet est arrivé, je m'étais dit « Ah, c'est super, je vais pouvoir parler avec quelqu'un en Australie, c'est tellement mignon, c'est tellement gentil cette histoire, tu vois ?» Et puis au final, maintenant, il y a des sites néo-nazis, complotistes, etc. C'est parti en couille. Parce qu'en fait, l'être humain fait de quelque chose d'intéressant à la base, quelque chose de mauvais, très souvent. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un objet très intéressant, mais il y aura des dérives comme tout, quoi, tu vois. En fait, il faut savoir où placer le curseur, et c'est un peu toujours pareil. Et là, en l'occurrence, pour cette vidéo, c'était quelque chose d'assez mignon, qui faisait de mal à personne, donc tu vois. Oui, non, on n'est pas en train de dire que tu as enlevé le travail de dire qu'il y avait pas un film à un budget de 50 millions. Oui. En tout cas, il faut savoir que voilà, c'est un sujet, un phénomène qui inquiète beaucoup, notamment dans le monde du cinéma, dans le secteur du cinéma. Et les acteurs et les scénaristes qui étaient en grève pendant plus de 2 mois, c'est ça, plus de 4 mois. Plus de 4 mois, pardon, à Hollywood, ils ont obtenu un encadrement de l'intelligence artificielle dans les séries, dans le cinéma. C'est ma vidéo qui a le plus floppé sur la chaîne. Ah oui, sur la grève des acteurs et des scénaristes. La vidéo de ton film. Non, elle a été hyper bien reçue, les gens étaient contents en commentaire, c'était hyper cool, mais ça n'a pas chopé les gens. Ça n'avait pas mais je pense d'ailleurs, et on s'en rend compte que en fait, il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites sur l'IA, et je pense qu'il y en a beaucoup qui marchent moins bien, parce que je pense aussi qu'on en parle tellement qu'il y a plein de gens qui en ont un peu. Et puis il y a une sorte de défiance aussi envers l'IA, etc. Donc, Non, Jean-Baptiste, si je clique droit sur toi, j'apprends qu'avant YouTube, Tales from the Click, avant cette chaîne YouTube, Tales from the Click a donc failli faire ses débuts au Grand Journal. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Ça a été un énorme échec, non ?
Ouais, c'est vrai. Tu me fais plus mal que mon petit, toi. il était venu pour passer une matinée C'était le tranquille. pire moment de ta vie, ça. Raconte-nous surtout la période où tu étais méga triste. Pardon, il y a la méthode Freud, la méthode Lacan, et il y a la méthode Mais Méride. j'aime cette méthode, quoi. On vient me chercher. comme C'est ça. une gifle de réalisme. Je suis venu ici pour me faire tabasser. En fait. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé ce format qui s'appelle Tabs et j'avais eu des rendez-vous avec la directrice des programmes de Canal+, Ariel Saraco à l'époque, pour ne pas la nommer. Et en gros, ils avaient été séduits par l'idée et on avait travaillé là-dessus pour que ce soit au grand journal à la rentrée. Et puis finalement, il y a eu un changement d'équipe. C'était l'époque où il y avait deux cônes qui avait été remplacé par Maïtina Birabel. Ouais. Et du jour au lendemain, moi j'étais tout excité, quoi. Et puis j'en avais parlé à personne autour de moi. Et on m'appelle pour me dire finalement, un changement d'équipe, donc on annule tout. Et tu sais, t'es là dans ton salon, ça raccroche, t'es tout seul, il y a un grand silence. Et comme tu dis, j'étais mal dans ma vie. Voilà, mais justement, mais tu vois. T'es une victime collatérale de Bolloré, en fait. Exactement. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé cette formule choc de psy totalement pas. Zéro douceur, quoi. Zéro douceur. Non, mais j'ai utilisé cette formule d'échec parce qu'au final, c'en est pas un. Puisque tu t'es dit quelque part que le grand journal, que Canal+ voulait ton format, donc forcément, tu étais obligé d'en faire quelque chose. Exactement. En fait, à la base, je me suis dit, je vais rien en faire. Et puis, je me suis dit, quand même, si Canal+ était intéressé, que ça peut être intéressant. Donc, je me suis dit, lance une chaîne YouTube. Mais les débuts sont difficiles parce que tu es là pendant des semaines et des semaines. Tu as genre 79 abonnés. Les seuls comme c'est ta mère et tout. Il y a ce truc où je dis, c'est dur, quoi. Et d'ailleurs, juste pour préciser, Tabs, c'est donc ton format principal sur ta chaîne où tu racontes les histoires d'acteurs. Là, par exemple, la dernière, c'est tu racontes l'histoire de Tobey Maguire, un peu comme on va regarder des informations sur Internet en ouvrant des onglets, des tabs. C'est ça. Et c'est comme ça, donc c'est pour ça que tu fais clic droit. D'ailleurs, tu te lances à ce moment-là, tu te lances sur YouTube, tu as plus de 30 ans. Ouais, c'est ça. En fait, et d'ailleurs, c'est une très bonne question que tu poses là, parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était, tu vois, c'était un peu pas un problème, mais je me sentais un peu genre, attends, est-ce que 30 ans, c'est pas trop vieux pour se lancer sur YouTube tu sais, tu te sens pas un peu ringard, mais tu te dis, est-ce que mon temps est pas passé? Alors que pas du tout, c'est débile, quoi, tu vois. Mais et pourtant, j'étais si jeune, 30 ans. 30 ans, t'es jeune, t'es de pas ouf, vieux. quoi, tu vois. Et ça fait quoi? Donc tu te sentais un peu à côté. Enfin, tu te disais, est-ce que je vais pas passer pour le. Mais en fait, il y a toujours un truc de course contre la montre dans ta vie professionnelle. Et je me souviens que justement, on parlait du vidéoclub tout à l'heure. Et quand je bossais en vidéoclub, j'avais 24 ans. Et il y avait des employés qui avaient 18-19 ans. Et je me souviens qu'il y avait un autre employé qui avait mon âge, 24. Et on se regardait, on se disait, putain, on a raté notre vie, quoi. On est si vieux, on a 24 ans. Mais j'étais tellement un bébé, tu vois. Et en fait, pour donner un peu d'espoir aux gens qui écoutent, là, je me trouve vieux à 40 ans, mais je sais que quand j'en aurai 70, je me dirai putain, mais j'étais tellement un bébé à 40 ans. Et ça sera quand tu recroiseras Laurence et elle te dira Ouais, non, t'étais déjà vieux. Voilà. Toi, j'ai pas envie de te recroiser, toi. Tu me fais trop de mal, toi. Mais en plus, ouais. Bon, juste pour l'anecdote, t'étais même pas sur les réseaux sociaux à l'époque et c'est Guillaume avec qui tu travailles qui t'a poussé un peu à lancer en fait, une page pareil, Instagram. quand j'habitais à Montréal, j'avais pas de téléphone portable. En fait, j'avais vraiment ce truc où je voulais rien. Les gens étaient déjà sur Facebook un peu à l'époque, des débuts d'Insta. Et moi, j'ai jamais été trop dans ce truc de réseaux sociaux, etc. Et puis on m'a dit quand même, ce serait bien que tu aies des réseaux, donc je me suis lancé. Et d'ailleurs, quelque part, je regrette un peu aujourd'hui parce que mon téléphone est devenu une extension de mon bras droit, c'est quoi. horrible, Donc ce truc. c'est insupportable. Je fais même des trucs où quand je travaille, je m'oblige à le laisser dans le salon en mode avion. Enfin, tu sais, il y a des trucs où parfois tu fais comme si t'as des systèmes. Ouais, mais comme si t'étais un camé, quoi. T'as aucune volonté, quoi. Ouais, merci. Juste, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même je tenais à te poser cette question sur. Si je suis une merde, non, on va pas aller jusque là. Quand même. Non, mais Jean-Baptiste, en vrai, dans Tales from the Click, typiquement, enfin sur ta chaîne YouTube, il y a pas de critique. Il y a pas de jugement. Est-ce que pourquoi tu as du mal avec la critique cinéma sur YouTube ou en général Alors pour deux choses. Déjà, moi je suis vraiment pas fan des critiques ciné sur YouTube. Je les déteste même, pour vous dire. Et non, en fait, il y a ce truc où je vois pas l'intérêt de chier sur un film pour faire des vues, quoi. Tu sais, il y a un peu ce truc de je vais dire du mal du film. Et puis il y a toujours ce truc un peu condescendant de je vais dire voilà, c'est ça qu'il fallait faire, mais qui es-tu, quoi. Bon bref, me lancez pas là-dessus. Faut pas me lancer dans ce sujet. Mais non, mais en vrai, l'idée à la base, moi je me suis toujours dit le cinéma c'est quelque chose de cool, donc c'est plus intéressant de donner envie aux gens de regarder des films qui sont bien plutôt que de leur dire allez pas voir ce film, c'est une merde, tu vois. Moi je préfère ce parti pris là. D'accord, c'est comme tu dis, c'est un parti pris. Après, je pense qu'il y a potentiellement aussi, on peut faire de la critique correctement. Après, je pense qu'on peut faire de la complètement. critique. J'ai lu le dernier livre de Tarantino
Et justement, ça c'était intéressant parce qu'il fait des critiques sur les films, mais au milieu de ces critiques, il explique pourquoi il adore aussi ce film. C'est-à-dire qu'il dit ça c'est nul, mais voilà pourquoi c'est nul, et voilà aussi pourquoi on adore ce film. Et j'adore ce genre de critiques négatives, positives. Tu vois. Ouais, tu dis qu'il faut avoir le temps. La critique, c'est plus quelque chose qui tient au papier même. Et toi, enfin vraiment, tu faisais la corrélation entre chercher des vues en crachant sur les gens gratuitement, quoi. Bah, en vrai, il y en a plein qui ont fait ça pour ça. Hein. Tu sais, ça se voit dans les titres. Hein. N'allez pas voir, c'est une grosse merde. Oui, bon, allez, tu veux 100 000 vues, arrête. En attendant, si vous voulez avoir des histoires sur le cinéma, les films cultes, plein d'anecdotes, vous pouvez toujours retrouver Tales from the Click sur YouTube, évidemment sur la chaîne TFTC, mais aussi en podcast, et aussi un deuxième podcast qui est là 2 fois par mois qui s'appelle Podchias, où là Jean-Baptiste parle de tout ce qui l'énerve dans la vie. Et le titre du dernier de Podchias, je l'adore, c'est les gens qui baisent, les voisins qui baisent et les gâteaux mous. Voilà. Ça parle des gros problèmes de la vie et ça c'est important de dénoncer. Nous allons terminer avec Tazio. Tazio, est-ce que tu m'entends ? Absolument. Est-ce que vous m'entendez également ? Absolument, on t'entend. JB, nous avons Tazio qui est en duplex. Il a repéré des contenus en sous-marin sur les réseaux. Il va te les soumettre pour avoir ton avis. C'est le radar de Taziar. À toi, Tazio. Alors, première question. On va te passer un premier contenu qui est celui d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Expression Critique. Un extrait par rapport au film Le Consentement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du succès surprise du film Le Consentement. Le film était sur le point de se prendre un énorme gadin au box-office, mais le réseau social TikTok lui a offert une popularité inespérée. Alors, si le film Le Consentement a surdressé la barre, c'est notamment parce qu'il a eu une grosse tendance TikTok qui consistait à montrer en fait nos émotions avant et après avoir vu ce film. Et du coup, est-ce que selon toi, TikTok va devenir une plateforme importante pour l'industrie du cinéma ? Et même, est-ce que c'est une chose qui est enviable selon toi ? Bonne question. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, les grands studios aujourd'hui misent sur les plateformes comme ça, les réseaux sociaux pour promouvoir leurs films. Donc évidemment que ça aura un rôle. Et là, le consentement, j'ai vu ce qui s'est passé avec la traîne, etc. C'est la preuve vivante que ça fonctionne, quoi. Et surtout quand c'est des trades organiques, pas forcément quand c'est... Le problème, c'est si tous les studios se mettent à organiser des fausses trades. Oui, non, ça fonctionne pas. Là, ça commence à être chiant. On peut se demander si maintenant dans le marketing, on peut se demander maintenant ici dans le marketing, les gens n'ont pas essayé de l'organiser eux-mêmes, etc. Et on verra si ça marche. Deuxième extrait, un tweet que tu as publié toi-même il y a quelques jours et que Laurence va nous lire. Aujourd'hui, c'est presque les 10 ans de la fois où on s'est fait passer pour des dentistes avec un ami lors d'un congrès parce qu'on savait pas quoi faire ce jour-là. Ouais, c'était avec un pote. Alors, oui, pardon. J'allais dire, ma question est simple, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ? Ouais, non, en fait, c'est avec un pote de longue date qui s'appelle Johan. Et en gros, c'était l'époque vraiment où on traînait à Paris, parfois on savait pas quoi faire. Et un jour, on est passé devant, je crois que c'était pas des congrès. Et on s'est dit, vas-y, on se passait pour des dentistes. On est rentré comme ça, on s'est dit, voilà, on est docteur. Ils ne demandaient aucune preuve. Et on est allé comme ça dans les couloirs et les gens nous disaient, alors docteur, et tout le monde nous appelait docteur, c'était trop bien. On est reparti avec plein de, tu sais, les mini dentifrices et tout, avec un sac complet d'accessoires comme ça, on a tenu un an là-dessus. Les goodies pharmaceutiques, c'est pas mal. Les goodies de dentiste. Et en fait, c'est trop cool parce que j'étais respecté pour la première fois de ma vie. Les gens venaient me voir faire, alors docteur. Puis moi, je ne savais pas de quoi ils me parlaient. Ils me disaient, alors, vous avez vu la nouvelle machine ? Oui, bien sûr. Et c'était trop bien, c'était une bonne journée, on a bien rigolé. C'est un début de film, ça, en vrai. Ouais, le mec arrive et il finit à devoir refaire les chicots du président. Et il y a un mec qui a une rage dedans en plein congrès. Est-ce qu'il y a un dentiste ici ? Oui, il y en a beaucoup. Et il réussit. Ça tombe sur lui et il réussit. Bien, merci Tazio, merci d'avoir été. Repose-toi bien et surtout continue ta mission parce qu'on rappelle que Tazio, pour des raisons de contre-espionnage, ne peut pas être aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup JB d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était trop bien. Réseau du lundi au vendredi. Toute l'actu d'Internet. Avant que tu nous quittes quand même, et comme je sais que tu vas jamais revenir parce que tu ne veux pas t'asseoir sur mon canapé de psy. J'ai peur de toi. Quand est-ce qu'on pourra voir un film de toi ? J'espère un jour. Là, je suis sur mon premier court-métrage, ça prend du temps pour des questions administratives, mais on est en train de régler ça. Et normalement, si tout se passe bien, je tourne en début d'année 2024.
Et puis voilà, on verra quoi. C'est lourd. Comme disent les rappeurs, surveillez le ciel. Surveillez le ciel. Ça arrive fort, surveillez le ciel. On a bien envie. Tu reviendras, j'espère, ici pour nous en parler quand Avec ça sera plaisir. fait. Je rappelle donc la chaîne YouTube de JB, c'est Tales from the Click. Le YouTube, sur YouTube, c'est TFTC. Vous pouvez taper. Le podcast, c'est pareil. Et puis, il y a un livre. Si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, il a aussi écrit un livre qui est réédité. C'est une édition de 2021 qui est rééditée là. Et ça s'appelle Sans film, sans histoire. C'est ça. En fait. Jean-Baptiste Toussaint, c'est disponible dans tous les bonnes crèmeries, ça. Ouais, c'est ça. En fait, tout a été vendu, donc on est très content. Et du coup, Michel Lafon a décidé d'en faire des nouveaux. Quoi. Eh ben, c'est parfait. C'est ainsi que se termine cette émission. Évidemment, restez bien connectés sur Move. On s'occupe bien de vous.